Au Sénégal, l'heure du grand journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. Souleymane Niang. À la une de l'actualité, l'examen en plénière du projet de loi de finances rectificative 2024. Nous serons en direct avec notre reporter à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur la polémique soulevée par les propos du directeur des moyens généraux de la présidence de la République sur les tirailleurs sénégalais. Réaction du coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal dans ce journal. Selon le professeur Mamadou Fall, le docteur Cheikh Omar Diagne s'est trompé par ignorance de l'histoire des tirailleurs. Et puis vous avez sans doute entendu parler de ce scandale évoqué à la une de notre confrère l'Observateur, des caméras installées dans des meublés avec un caractère sexuel très prononcé. Nous verrons ce qu'encourent les voyeuristes et autres collecteurs de données personnelles. Autre dossier dans ce journal, l'agriculture. Nous reviendrons sur la campagne agricole et les faibles rendements dans la production arachidière pour tenter de trouver une explication. Toutes les explications convergent vers la qualité médiocre des intrants. Et puis, à la fin de cette édition, la rétrospective 2024, aujourd'hui, la rétrospective société. Souleymane Niang. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Nous nous rendons tout de suite à l'Assemblée nationale où les députés sont réunis en plénière pour examiner le projet de loi portant loi de finances rectificative 2024. Salimata Aou, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, est-ce que les débats ont démarré? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé depuis l'ouverture de la session ce matin? Effectivement, Souleymane, les débats ont démarré. Ce sont la discussion au général. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que le ministre a informé que les ajustements budgétaires de ces événements se traduisent dans ce projet de loi de finances rectificative, j'y arrive, par une prise en charge des intérêts de la dette qui nécessite une provision supplémentaire de 245 milliards en raison du renchérissement des conditions d'emploi. Alors, pour être plus bref, Souleymane, dans le rapport que nous détenons actuellement, le ministre a indiqué que les recettes du projet de loi de finances rectificative 2024 sont réajustées à 4 075 milliards de francs CFA, soit une baisse de 840 milliards par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. Et quand on dépense, elles sont réévaluées à 6 437,2 milliards, soit une augmentation de 681 milliards. Alors, les interventions des députés, on peut noter celle de Thiam Alassane Sall, qui a notamment étalé ses inquiétudes par rapport à ces difficultés, par rapport aux difficultés des Sénégalais. Il dit qu'il ne comprend pas. Il parle de baisse de 840 milliards alors que les dépenses augmentent. Il a demandé des explications au ministre. Par rapport toujours à ce projet de loi, le ministre a souligné que le ministre a informé que l'affaire AE Power, son département, suit le dossier depuis le début du contentieux. Il a également précisé que le ministère des Finances et du Budget a saisi l'ARCOP une fois qu'il a été informé de la situation et a également porté plainte par l'agence judiciaire de l'État. Et puis la Direction générale des impôts et domaines s'est saisie du dossier Souleymane et a commandité un audit dont les résultats préliminaires sont en train d'être étudiés. Par rapport toujours aux inquiétudes, Cheikh Thioro Mbacké a demandé à l'État du Sénégal pour que le budget qui est dégagé pour
réparer les injustices, les gens qui ont subi des injustices lors des événements de 2021, de prioriser la famille d'Aline Badarandaou pour qu'il repose en paix. Souleymane, actuellement les députés se succèdent au pupitre, les discussions sont ouvertes. Souleymane, c'est ce qu'on peut retenir pour ce projet de loi 15-2024 portant loi de finances rectificative 2024. Merci beaucoup Salimata Aou. Bien naturellement, nous reviendrons plus en détail sur cette session. Vous l'évoquiez tout à l'heure, absent depuis l'installation de la 15e législature, Thierno Alassane Sall a fait aujourd'hui son apparition à l'Assemblée nationale. Il estime qu'il n'y a rien de nouveau dans la loi de finances rectificative 2024. Il émet même des réserves par rapport à ce que les nouvelles autorités ont voulu apporter comme changement. Les premiers mots de Thierno Alassane Sall recueillis par Salimata Aou. Donc un nouveau gouvernement qui a une nouvelle politique devrait tout de suite s'orienter vers une loi de finances rectificative. Dans cela, en plus, il y a des chiffres qu'ils ont communiqués, sont quand même assez effarants. Mais on verra. J'espère que cette nouvelle législature sera ce qu'il y a de mieux pour le pays. Nous sommes là pour débattre de la loi de finances rectificative 2024. Je pense même qu'on aurait dû débattre tout cela depuis très longtemps parce que nous avons de nouvelles autorités. On aurait dû alors là avoir un nouveau budget pour qu'on puisse mettre en œuvre les politiques publiques. Mais là, c'est du Macky Sall, sans Macky Sall. Tout le monde le constate. Et puis toujours à l'Assemblée nationale, Mbaye John a officialisé sa démission de la direction générale de la BIMAO, la Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest. Le député a remis sa lettre de démission ce matin au président de l'Assemblée nationale. Ce dernier aurait été interpellé par le député Guy Marius Sagna, estimant que Mbaye John ne pouvait pas cumuler son poste de directeur général et celui de député. 12h07. Après la décision du Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent sur son recours relatif au bureau de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal poursuit la bataille judiciaire. Un nouveau recours sera déposé devant la Cour suprême selon Maître El Hadj Amadou Sall, un des avocats des requérants. Il demande à cette haute juridiction de trancher cette fois-ci l'affaire. Écoutons Maître El Hadj Amadou Sall. Nous avons effectivement saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel nous a répondu et a dit de façon très claire qu'il n'est pas compétent. Mais si le Conseil constitutionnel n'est pas compétent, il faudra bien trouver une juridiction qui est compétente. Or, il n'y a que deux juridictions, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel. Et donc, le Conseil constitutionnel se déclarant incompétent, nous allons de ce pas saisir la Cour suprême. Mais surtout, là, par contre, ce serait un déni de justice et une zone de non-droit. Que la Cour suprême, je ne menace pas, on ne peut pas menacer la Cour suprême, mais la Cour suprême ne peut pas nous dire qu'elle est incompétente. On ne va pas se retrouver dans une situation où un acte est pris et tout le monde sait que cet acte-là viole la loi et qu'on nous dise qu'il n'y a aucune juridiction pour établir le droit. Vous savez, je sais, les Sénégalais savent que le bureau de l'Assemblée nationale a été mal constitué parce que c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique et qui a dit de façon très claire et que dans une certaine mesure, et ça a été le cas, que l'opposition, Taku Wallu, a droit à un vice-président. Pour de multiples raisons, le parti au pouvoir, le groupe au pouvoir est passé outre et a pris tous les postes. Quand est-ce que vous comptez déposer ce recours? Nous sommes dans le délai, nous avons un délai de 2 mois à compter de la décision litigieuse. Ici, la décision litigieuse, c'est la décision du bureau de l'Assemblée nationale, disons, de l'Assemblée, de la décision de l'Assemblée, je pense que c'est une décision qui date de décembre. Donc nous sommes dans le délai. RFM, la radio de toute l'actualité. La polémique qui continue d'enfler après la sortie de Cheikh Omar Diagne, accusant les tirailleurs d'être des traîtres. Le coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal regrette ses propos. Le professeur Mamadou Fall déclare que le directeur des moyens généraux de la présidence de la République s'est trompé parce qu'il ignore l'histoire des tirailleurs. Écoutons le professeur Mamadou Fall interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Le ministre a manqué de retenue. Il faut lui reconnaître quand même le droit de formuler son opinion, sa pensée de la manière qu'il souhaite. C'est son droit. Mais je pense qu'aller à contre-courant d'un élan général qui est quand même l'élan de toute
tout un peuple qui s'est manifesté au détour de la commémoration du 1er décembre. Je pense que c'est un peu trop aller en besogne parce que il faut pas en rajouter. Je pense qu'on vient de sortir de 8 décennies de ravalement, de marginalisation, disons de gens qui ont eu quand même sur les théâtres d'opération une attitude héroïque. C'est vrai, dans la trajectoire des tirailleurs, il y a eu des moments où la France leur a fait faire une sale besogne, ça c'est vrai. Je pense qu'il y a eu même des historiens qui ont eu à en faire référence très tôt. Mais si on fait une moyenne générale, si on décrit de manière objective la souffrance et l'héroïsme dont ils ont fait montre, je pense que ce serait injuste de leur donner ce qualificatif de traite. Je pense qu'ils ont été des victimes pendant de longues années, de longues décennies. Et justement, l'héroïsme de Thiaroye, ça donne une autre dimension du profil du tirailleur. Après cette commémoration, faire cette sortie pour les ravaler, comme les Français l'ont toujours fait, mais je pense que ce n'est pas servir la bonne cause et je trouve ça franchement regrettable. Justement, on a entendu des descendants des tirailleurs dire qu'ils vont porter plainte contre lui après cette sortie. Quel commentaire vous en faites? Je pense qu'il faut que les gens s'habituent à entendre des choses qui ne sont même pas, disons, acceptables là, du point de vue de la logique et du point de vue du bon sens. Je pense que ça aussi c'est un revers de la démocratie. Je pense qu'il ne faut pas en arriver là. Et puis nous revenons sur cette affaire d'espionnage à grande échelle à Ngor Almadi, à la une de notre confrère, l'Observateur, ce matin. Cela s'est passé dans des appartements meublés. Le gérant des lieux avait dissimulé dans les chambres des caméras pour collecter frauduleusement des vidéos. Il a été arrêté par la cybersécurité. Alors, dans ce midi, nous avons voulu savoir ce qu'encouraient les voyeurs et autres collecteurs de données illicites. Que dit la loi? Comment réguler le secteur de l'hôtellerie? Réponse dans cette enquête ficelée par Mohamed Ali Mouba. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris de l'ampleur. L'exploitation d'appartements meublés à Dakar et sur la petite côte s'est développée. Mohamed Faouzilem, expert en tourisme. Vous allez à Sali, vous allez à Thiès, vous allez à Dakar. Maintenant, à Dakar, c'est dans chaque coin de rue. Pour être riche, avant, il fallait travailler, il fallait être un hôtelier, un guide touristique, un restaurateur. Mais aujourd'hui, pour être riche, il faut avoir un appartement meublé, bien. Et puis, bon, la location se fait au jour. Un travail au noir qui a ses conséquences. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi dans le secteur. Facile alors de développer des activités illicites dans ces appartements. Pour être riche, avant il fallait travailler, il fallait être un hôtelier, un guide touristique, un restaurateur. Mais aujourd'hui, pour être riche, il faut avoir un appartement meublé, bien. Et puis, bon, la location se fait au jour. Et tout ce qui est interdit ou tout ce qui ne peut pas être accessible dans les grands hôtels, eh bien, se font là-bas. Les gens vont tourner des films pornographiques et puis les vendre dans le marché noir. Les gens vont faire toutes les saletés qui ne sont pas vraiment recommandées et ils vont le faire là. Très, très, très mauvaise image pour la destination Sénégal, mais du point de vue social, mais ça détruit les familles, ça détruit l'image et la personnalité des gens qui se cachent et qui ne savent pas qu'ils sont filmés à leur insu. Mais attention, la collecte dimanche est réglementée. Violer la loi, c'est s'exposer à de lourdes sanctions. Mohamed Diop, directeur des affaires juridiques de la CDP. La personne peut porter plainte au niveau de la CDP, pour collecte illicite de données personnelles, parce qu'il y a un manquement justement à ce principe de l'utilité, mais également un manquement par rapport à ce droit, surtout son droit à l'information préalable. Au niveau pénal également, la personne peut également porter plainte au niveau des juridictions, au niveau du parquet, pour justement atteindre à sa vie privée, parce que dès lors que cette caméra a été installée pour filmer des images à son domicile, cela également est attentatoire à sa vie privée. Oui, les sanctions sont graduelles en fonction de l'infraction de la violation, comme le prévoit le code pénal. Ça peut aller donc de 6 mois à 2 ans de prison et d'une amende allant de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Donc les sanctions sont graduelles selon la gravité et selon la nature de l'infraction également. Dans sa livraison du jour, le journal Observateur rapporte un cas d'espionnage à grande échelle à Ngor Almadi. Plus d'une centaine de vidéos montrant divers couples en plein ébat sexuel découvertes. Le gérant des appartements avait dissimulé dans chaque pièce des caméras subtilement fixées pour voler des images. La cybersécurité a procédé à l'arrestation du délinquant.
À Mbour, 34 tonnes d'arachides ont été saisies à Nguékhor par le service départemental du commerce. 2 opérateurs sont poursuivis pour pratique de prix illicites et collecte dans un lieu non agréé par l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce qui nous amène à parler de la problématique de la rentabilité de la filière arachide qui est soulevée à chaque campagne agricole. Depuis très longtemps, le Sénégal n'a pas fait de production record comme le souhaitent certaines personnalités ou les autorités. Plusieurs facteurs sont à l'origine du faible rendement, entre autres la qualité des intrants trop souvent décriés. Nafissatou Silla. Le poumon de ce secteur primaire, c'est l'agriculture, qui aujourd'hui continue à souffrir des erreurs du passé. Le Premier ministre Ousmane Sonko le reconnaît, le choix de nos intrants impacte notre agriculture, notamment l'arachide. Ousmane Sonko s'exprimait hier à l'occasion de la grande finale du Gavoton, sacrant les meilleures innovations dans l'entrepreneuriat. Des mauvais choix, qui est confronté à un problème des faibles rendements. Pour la principale culture qui est l'arachide, nous peinons à atteindre la barre des 500 à 800 kilos à l'hectare, là où ailleurs on fait énormément plus. Qui est confronté à un problème de la qualité des intrants, mais également la mauvaise utilisation des pesticides et autres produits. Et aujourd'hui, des jeunes de ce pays nous ont démontré qu'il est possible de faire beaucoup mieux et gérer les problématiques liées à la santé des producteurs, mais également améliorer le rendement, notamment en limitant les pertes post-récolte. Mor Diouf, secrétaire général du syndicat des techniciens et travailleurs de l'agriculture, s'aligne aussi sur ce même principe. Il faut au moins insister sur la qualité des semences pour des productions records. Bien entendu, la qualité des semences au Sénégal a été toujours un problème. D'ailleurs, le ministre l'a reconnu parce qu'il a parlé quand même que par rapport à la campagne 2025-2026, il est inconcevable que des semences, disons, non certifiées soient distribuées. In fine, le ministre reconnaît qu'il y a des semences non certifiées qui sont distribuées. En tant que syndicat, nous nous réservons quand même de parler de production record. Il est temps que ces termes-là soient bannis dans le langage. Si on remonte dans le temps, dans les années même 60, le Sénégal faisait des productions arachidières de plus d'1 million, de presque 1 million de tonnes. Il faudrait qu'on soit réaliste, rationnel et parler quand même de choses concrètes. Des politiques idoines doivent être appliquées pour un meilleur rendement. Le syndicat des techniciens et travailleurs de l'agriculture en est convaincu. Il nous faut quand même garantir un capital semencier, suivant les recommandations de l'audit qui a été fait par la Cour des comptes, qui demande à ce que quand même des moyens suffisants soient mis à la disposition de la recherche, c'est-à-dire l'ISRA, pour qu'on ait quand même un capital semencier, mais une production qui pourrait permettre aux populations rurales de tirer un bénéfice et permettre aussi aux huiliers de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Concernant le taux de production de la campagne 2024, le dernier mot revient à la direction de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles et la DAPSA pourra ainsi donner les éléments explicatifs pour si, oui ou non, on aura atteint une production record. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détiédio. Bonjour. Bonjour, Souleymane. CEDEAO AES, le ministre gambien des Affaires étrangères plaide pour un autre cadre de coopération. Selon Mamadou Tangara, même si les positions des deux organisations sont antinomiques, les pays de la sous-région et membres de la CEDEAO ne doivent pas considérer le Mali, le Burkina et le Niger comme des ennemis. Pour cette décision de nos 3 pays frères qui ont décidé de quitter, c'est une décision souveraine qu'il faut respecter. Et moi, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, les positions sont antinomiques. Il est très difficile de concilier les deux positions parce que la vérité, c'est que chacun a pris une position et s'est braqué sur cette position. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'ils quittent la CEDEAO, ils restent nos frères. Ce ne sont pas nos ennemis. Et on va trouver un autre cadre de coopération pour travailler avec eux. Et cela ne doit pas impacter sur la libre circulation des personnes et des biens. La Mauritanie a quitté la CEDEAO, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes des rivaux ou bien des ennemis. Donc il faut trouver un autre cadre de coopération pour pouvoir travailler ensemble. Et savoir que nous sommes obligés d'être solidaires avec nos frères. Parce qu'aujourd'hui, si un de ces pays tombe entre les mains des djihadistes, ce pays peut représenter une base pour déstabiliser les autres pays. Donc, ce n'est pas de notre intérêt de laisser tomber ces pays. Il faut qu'on puisse trouver un autre mécanisme, un autre cadre de coopération pour travailler avec eux. Mais moi, à mon avis, à ce stade, nos positions sont complètement antinomiques. Donc, ça va être très difficile de concilier les deux positions.
Le ministre gambien des Affaires étrangères Mamadou Tangara en marge de la 2e édition du Forum économique pour le commerce, l'investissement et la culture qui s'est tenu à Banjul la semaine dernière. Le procès de l'affaire de détournement de plus de 3 milliards au ministère de l'Action humanitaire, le tribunal a rendu son verdict. C'est au Burkina? C'est au Burkina Faso, le procès de l'affaire de détournement de plus de 3 milliards, vous l'avez dit. Le tribunal a rendu son verdict ce matin, des peines de prison ferme et des amendes contre les prévenus, plusieurs centaines de millions. Le délibéré souligne la détermination du Burkina Faso dans sa lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, les combats entre le M23 et l'armée se poursuivent pour le contrôle de plusieurs localités du territoire de Luberto. Parallèlement, des affrontements ont été signalés sur un autre front vers Kibumba, au nord de Goma, où un calme précaire régnait depuis plusieurs semaines. Et puis en Turquie, une explosion fait plusieurs morts. Une explosion dans une usine d'armement à bilan 12 morts et 4 blessés. L'incident s'est produit ce matin dans le nord-ouest du pays. Une enquête est ouverte. L'usine produit des munitions et des explosifs à usage civil. Elle a déjà été touchée par 2 explosions en 2009 et 2014. Et pour terminer, un Américain condamné à 15 ans de prison en Russie, Gen Spector, reconnu coupable d'espionnage. Selon l'agence RIA Novosti, il devra purger sa peine dans une colonie pénitentiaire à régime strict. Gen Spector avait déjà été condamné en septembre 2022 à une peine de prison pour corruption dans une affaire concernant une ancienne assistante d'un ex-vice-premier ministre russe. Merci Georges Détié-Diop. RFI Sport. 12h22, nous accueillons Malal Junior Diagne pour le journal des sports. Bonjour Malal. Bonjour Suleiman. Organisation de la lutte, le président du CNG met en place de nouvelles mesures. Des nouvelles mesures qui ont été annoncées hier par le président Malick Ngom. Donc des changements mais également des innovations pour bien structurer la discipline traditionnelle. Abdoulaye Dembélé, journaliste spécialisé en lutte, analyse ces mesures qui ont été annoncées hier par Malick Ngom. Le nouveau président du CNG, du Comité national de gestion de la lutte, Malick Ngom, a fait une sortie officielle hier lors d'une conférence de presse qu'il a tenue au niveau des locaux du CNG à l'Arène nationale. L'objectif, c'était de nous restituer les rencontres sectorielles qu'il a eu à avoir avec pratiquement toutes les composantes de ce sport, qu'elles soient des structures de lutte qui sont affiliées au CNG, qui ne le sont pas. Maintenant, cela lui a permis d'avoir une idée assez large des difficultés de la lutte, échanger avec toutes ces composantes pour étaler des perspectives, pour aller vers des perspectives vraiment prometteuses. Maintenant, ce qu'il faudrait dire dans tout ça, c'est que par rapport aux perspectives du CNG, il est indiqué qu'ils vont organiser 10 galas de lutte sans frappe dans 10 localités, sinon dans 10 régions du Sénégal. Pour lui, l'objectif, c'est d'abord faire vivre la lutte sénégalaise dans ces localités-là, parce que dans l'une des missions qu'on a confiées au CNG, il est clairement dit qu'il faut développer la lutte sous toutes ses formes. Sur toutes ces formes, à noter également qu'hier, le CNG a annoncé la grâce accordée au lutteur Adafas qui avait été suspendu 1 an après les incidents notés lors de son combat contre Siteu. Pour finir, Suleiman, avec la Ligue 1 sénégalaise qui met à jour son calendrier, le Jaraaf va jouer 2 matchs pour mettre à jour son tableau. D'abord contre Diamono Fatick le 26 à Fatick et ensuite contre l'équipe de Pikine à Yoff. Ce sera le mardi 31 décembre. Merci Malal Junior Diagne. À l'instant même, le journal des sports. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour, du directeur des moyens généraux de la présidence de la République. L'autre polémique de l'année, à une question sur les tirailleurs, notre homme habitué des polémiques a qualifié directement ces derniers de traîtres. Les hommes sans foi ni loi, obnubilés par l'argent frais et qui se sont battus pour le colon pour des miettes. Entretien sur une téléweb qui a fini d'atterrir sur l'espace public saisi au bon par la presse sénégalaise. Le Public quotidien selon
présidence, Diomaye honore les anciens combattants au cours de Thiaroye 44. Cheikh Oumar Diagne tire ailleurs. Cacophonie au sommet de la République. Point Actu fait retenir qu'il s'agit là d'un énième dérapage de notre homme. Source A rapporte que Cheikh Oumar Diagne n'en fait en réalité qu'à sa tête. En osant prêter les tirailleurs sénégalais, du reste pas seulement des Sénégalais, de traite le directeur des moyens généraux de la présidence, discrédite directement le chef de l'État. Mais mon confrère de rappeler ses propos offensants qu'il a débités sur la communauté mouride un peu plus tôt, souvenez-vous. Un peu plus tôt, justement, Macky Sall lui a fait son ras-le-bol. Il a marqué encore son ras-le-bol sur les accusations de détournement de deniers publics. Il a déposé d'ailleurs une plainte contre X en cause relève Vox Populi, le relevé bancaire d'un faux compte de HSBC logé directement à Singapour qui lui est attribué. Il vise les délits de faux, usage de faux, diffamation publique envers un particulier, diffusion de fausses informations. Pour Point Actu, Macky engage le Gatsa judiciaire. L'ancien président lance l'offensive judiciaire, écrit à Tribune. Macky Sall dit stop. Quand s'attelait quotidien, Macky a décidé de ne rien plus laisser passer selon un de ses avocats, maître Antoine Veillé. Pendant ce temps, le régime en place carbure à fond Sonko, plus exactement, pour avoir sa dépêchée. L'Assemblée nationale à pied d'œuvre constate les quotidiens. L'Assemblée prépare activement la venue de Sonko le 27 décembre prochain à l'hémicycle. El Malik, le président de l'Assemblée, a présidé une réunion avec l'administration et la sécurité de l'institution parlementaire. Les équipes de la primature à l'hémicycle pour prendre le repère Sonko face à lui-même. Titre du coup le journal Enquête. Le journal Les Échos complétant le rapport d'exécution budgétaire au troisième trimestre 2024, le confrère note une hausse de plus de 94 milliards pour les salaires et autres avantages. Constat, les enseignants, le personnel de santé, les FDS, les forces de défense et de sécurité recrutés bouffent tout, les salaires des membres du nouveau gouvernement et ceux des ministres sortants sur une période de 6 mois aussi. La prise en charge des indemnités de fin de contrat du membre de leur cabinet comprise. Le confrère vous explique tout en page intérieure. Le journal Le Quotidien lui informe que la Cour des comptes va procéder en tout cas à la certification des comptes dès le 31 décembre prochain. Le journal note que le document devrait être disponible aujourd'hui même. Il a été retardé à la demande du gouvernement pour ne pas polluer la DPG. Commentaire de sucré salé, plus rien n'est trop dans ce pays. Oui, on peut se demander pourquoi le Premier ministre veut s'empresser à tenir sa déclaration de politique générale à quelques heures seulement du discours solennel à la nation du chef de l'État le 31 décembre prochain. En plus de cela, Sonko a demandé à la Cour des comptes de retarder la publication de son fameux rapport sur la certification des comptes du temps de Macky Sall. Oui, les fameux chiffres falsifiés, dit le commentateur qui s'interroge, n'aurait-il pas été mieux de les offrir en apéritif aux députés et à l'opinion pour conforter ses déclarations politiques, ou bien serait-il lu déjà ce que d'entre nous ose imaginer? Se demande encore la publication. À la une du journal Source, administration sénégalaise vers un grand coup de balai. Le Premier ministre a parlé, il dit, il faut que l'administration redevienne un outil au service du citoyen et que l'administration redevienne une administration de développement. Elle ne l'est pas pour le moment, a dit encore Ousmane Sonko. Le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, lui, pense que donc le Sénégal devrait démontrer très rapidement que chaque citoyen peut contribuer à la transformation de nos institutions. Le Govaton n'est qu'un début, selon lui, une étape vers un avenir plus inclusif et collaboratif. En première page du journal L'Observateur, espionnage à grande échelle encore Almadi, la cybersécurité met fin au scandale sexuel de l'année. Plus d'une centaine de vidéos montrant divers couples en plein acte découverte. Une cinquantaine de couples ont pu être identifiés et parmi eux, une dizaine de clients réguliers filmés à plusieurs reprises. Le journal note que le gérant des appartements meublés avait dissimulé dans chaque pièce des caméras subtilement fixées offrant une vue dégagée et qui a permis évidemment de filmer donc ces débats sexuels. Le journal note que c'est le scandale de l'année. Bonne nuit à tous. C'est la fin de cette édition à 12h, bientôt 30 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Elhadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Anna Rocha.
À la mise en onde d'Aliounba, Digital Maïsembaï, à la production Amadi Ndiaye. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Dans un instant, le premier épisode de la rétrospective 2024. Awambaï revient sur les faits de société les plus marquants de l'année 2024 qui tire à sa fin. Excellente écoute et bonne suite des programmes. Au revoir. Et en colère. On a vu des ministres qu'on a l'habitude de voir, mais pas des mesures sécuritaires. Parce que vous savez, pendant la fête de l'indépendance, l'État nous sort son national militaire. Mais à Mbour, on ne voit pas la présence de la marine nationale pour sécuriser nos côtes. L'État doit agir sur le plan sécuritaire, mais pas nous amener des enveloppes et nous présenter leurs condoléances à ne pas finir. On en a marre de recevoir ces enveloppes. Et la colère. Des accidents de la route, des incendies, des meurtres, autant de drames qui ont occupé l'actualité et marqué 2024. Et c'est Nongoka qui les résume pour nous. Le 13 décembre 2024, le réveil a été douloureux au HLM 3 Darussalam dans la commune de Tivaouane-Peulh, département de Rufisque. Dans ce quartier, un couple qui dormait dans la chambre conjugale a péri dans un violent incendie nocturne. Omar Harisek et Khadi Diouf sont morts calcinés tard dans la soirée, laissant derrière eux leurs 4 enfants. Le drame est raconté par le délégué du quartier. L'explosion qu'on a entendue, c'était comme s'il y avait une mine qui a explosé. Toutes les portes étaient fermées. Le propriétaire de la maison cherchait à se sauver et il a demandé du secours à haute voix. Les gens ne pouvaient pas entrer, lui aussi ne pouvait pas sortir. Un drame similaire s'est produit à Mbour dans la nuit du 2 au 3 décembre 2024 au quartier 11 novembre. Cette nuit-là, la tragédie est provoquée par un incendie d'origine électrique causé par un court-circuit. Le bilan macabre fait état de 6 membres d'une même famille emportés par le feu. Il s'agit de la mère de famille et ses 5 progénitures, toute une famille décimée par les flammes. Dans la nuit du drame, j'étais à mon autre domicile. Après la prière de l'aube, j'ai entendu des cris. C'est ainsi qu'on m'a appris que Rama et ses enfants étaient morts dans un incendie. Les enfants étaient tout le temps à côté de moi. Affectueusement, ils m'appelaient grand-père à longueur de journée. Et depuis, je n'arrive pas à fermer l'œil. Le 21 août 2024, dans la soirée, l'onde de choc de Pikine Technopole a atteint tout le pays. Elle est créée par la mort tragique de Aziz Dabala. Le célèbre danseur est retrouvé mort dans son appartement à Pikine Technopole. Le corps sans vie de son colocataire aussi, Wali Gano, un jeune de 19 ans, a été découvert dans le même compartiment. Les premières informations véhiculées font état d'une mort atroce précédée d'une violence inouïe. L'enquête de la division des investigations criminelles de la police a permis de mettre la main sur 7 suspects, dont Nabouley, qui a par la suite bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Le 27 mars 2024, Pikine bascule dans la violence, une vive tension déclenchée par le décès de Mohamed Diop dit Taya après son arrestation par des policiers de Pikine. La violente manifestation a causé beaucoup de dégâts matériels. Le commissariat de police de Pikine attaqué, des véhicules caillassés et un bus de la Société nationale de transport Dakar Demdik incendié. Les limiers de la police de Pikine sont indexés. Ils sont accusés d'avoir violenté Taya lors de son interpellation. Mais le jeune Taya finit par succomber à l'hôpital dans la nuit du 24 au 25 mars 2024. Sa famille parle d'une bavure qui ne doit pas rester impunie. En 2024, la route a emporté beaucoup de vies. L'axe Louga-Kébémer a particulièrement enregistré plusieurs accidents mortels. Le choc le plus tragique de cette année est survenu à hauteur de Palmeo, dans la commune de Nandefal, département de Kébémer, le 29 juillet. Une collision entre un minibus et une camionnette qui a coûté la vie à 12 personnes. Quelques semaines plus tôt, un autre accident de la route avait fait 6 morts à Nouloumadi dans la région de Matam.
2024 est aussi marqué par la bataille meurtrière à Médina Gounass dans la région de Kolda entre deux communautés religieuses de la localité. Les affrontements sanglants ont éclaté après la prière de la Tabaski. Un mort, des maisons, des boutiques incendiées et le véhicule du Khalif de Médina Gounass vandalisé. C'est le bilan enregistré durant cette triste journée. Mais heureusement que le Khalif général des Mourides veille surtout et de manière générale, Serigne Mountakha Mbacké met la main à la poche pour venir en aide aux sinistrés. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour leur venir en aide. Le Khalif, en signe de solidarité, a offert une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Il fait appel à tous les talibés pour qu'ils apportent leur soutien. Du côté du nord du pays, Bakel, Matam et Podor, c'est le barrage de Manantali qui a cédé. L'eau quitte son nid pour envoyer. J'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement, les ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Le lâcher d'eau du fleuve Sénégal revient. Une polémique après les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui dit ne plus permettre l'interdiction du port de voile dans certaines écoles. Je profite pour vous rappeler aussi qu'il est indispensable, au-delà de ces uniformes, que l'État veille à éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves relativement à des ports vestimentaires. Les écoles privées catholiques se sentent visées et l'Église se met de leur côté. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. L'État n'a qu'un rôle de suppléance en cas de dysfonctionnement de loi. Il doit non pas constituer un obstacle à ces entités, mais au contraire, les soutenir et même matériellement et financièrement. C'est le cas de l'école catholique qui n'est pas suffisamment subventionné, étant au service de l'État et des Sénégalais, et les Sénégalais sans exception. En cette fin d'année, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire menace de déposer un préavis de grève. Nous avons entamé cette tournée nationale pour mobiliser les troupes, pour aller au combat. Et dès notre retour à Dakar, nous allons déposer un préavis de grève pour montrer au gouvernement que le combat que nous avions mené contre les derniers régimes, c'est ce combat-là que nous allons mener parce que nous pensons que la préoccupation des populations, les préoccupations des travailleurs doivent être la préoccupation première de tout nouveau régime qui s'installe, ce qui n'est pas encore le cas. Et pendant ce temps, on note une crise universitaire selon Koumba Sandiane Faye. Nous sommes le 22 novembre. Deux blessés étaient admis au service médical de l'université. Des véhicules incendiés. Brûler des véhicules appartenant à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces actes de violence. Des dizaines d'étudiants très remontés face aux forces de défense et de sécurité. Les étudiants ont réclamé l'achèvement des chantiers. Seuls 10% des étudiants sont logés. C'est pourquoi quand même on a pris une décision d'aller en grève illimitée. Ainsi s'enchaînent les jours de combat. Cela a failli dégénérer. Le ras-le-bol en fait, il faut dire non. L'université Assane Seck de Ziguinchor fermée le jeudi 28 novembre jusqu'à nouvel ordre. La coordination des étudiants dissoute, décision du conseil académique. S'en est suivi la fermeture du campus social par le Crous Ziguinchor. Leurs camarades étudiants des autres universités publiques dénoncent cela qu'ils qualifient de radicalisation. Le 7 décembre, le ministre de l'Enseignement supérieur soutient que le conseil académique devrait se réunir. Le jeudi prochain, c'est le 12 décembre. Le même conseil académique qui avait fermé l'université va se réunir. Ainsi, la décision de reprise tombe. Les étudiants doivent regagner les amphithéâtres le 6 janvier. Une décision à laquelle, s'ils ne s'y conforment pas jusqu'au 13, le second semestre sera invalidé. De l'invalidation du second semestre, des décisions d'une telle gravité, nous ne pouvons pas rester silencieux à ces décisions. Avant l'université Assane Seck, à l'UCAD, les étudiants en master 1 mènent la grève eux aussi depuis des semaines pour le paiement de leur bourse et rappel. Mais avant, le collectif des amicales toujours à l'UCAD s'est fait entendre et pour cause. Mais rester 13 mois sans percevoir de bourse. Hier, on a arrêté tous les cours
des différentes facultés de l'Université Anta Diop de Dakar. Des journées de 100 tickets. On va continuer. En conseil des ministres du 10 septembre, le professeur Aminata Niang Diène, nommé recteur de l'UCAD par intérim, Ahmadou Alimbaï s'en va après que la fin de son mandat a été signalée par le SAES et le SUDES. Koumba Sandiane, cette année aussi, on a beaucoup parlé de la question liée au recrutement d'enseignants pour résorber le gap constaté. 200 enseignants ont été déployés, 1500 pour le préscolaire et l'élémentaire et 500 autres pour le moyen secondaire. Le déficit réduit à 4000 enseignants. Une autre décision majeure, l'introduction de l'anglais dès l'élémentaire a été aussi annoncée par les nouvelles autorités pour une mise en œuvre dès cette année. Des remous sont notés dans le secteur de la santé. Un secteur de la santé en ébullition ces dernières années, mais celle de 2024 est surtout marquée par de nombreux mouvements d'humeur de syndicalistes. Le SAMES exige la reprise sans délai du processus de négociation entre le SAMES et le gouvernement du Sénégal pour aboutir à un protocole d'accord. Au mois de mai, le tout nouveau ministre de la Santé s'offusque lors de la revue annuelle conjointe du Plan national de développement sanitaire et social de la rétention de données sanitaires. Ibrahim Assi. On ne peut pas être dans un pays, être dans un secteur aussi stratégique que la santé, où on doit avoir des données promptes pour pouvoir non seulement asseoir une planification crédible, mais aussi connaître nos performances dans certains indicateurs de la santé. Une manière pour ces syndicalistes de protester contre les accords signés et non respectés. La rétention, ce n'est pas nous qui l'avions créée. Ils connaissent les raisons. La dernière revue annuelle qu'on avait tenue ici, il y a de cela 1 an, Madame le ministre nous avait interpellés. Il leur a bien dit on peut lever cette rétention d'information. Mais vous connaissez les conditions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont amenés en négociation. On a négocié, ils ont signé un protocole qu'ils n'ont pas respecté. Donc là, où se trouve l'obstacle? On n'a pas de nouvelles revendications, c'est l'application. Et de là, et d'attente de solutions concrètes de la part des autorités. Il y a également le problème de la revalorisation des émoluments et des primes de garde. Nos émoluments, bien en deçà de nos responsabilités et de notre charge de travail, reflètent un manque de considération qui est alarmant. Alors que l'État a récemment revalorisé les indemnités du personnel de santé, le mercredi 13 de ce mois-ci, nous sommes en grève totale. Ces nombreux remous posent la question de la priorisation des investissements dans le secteur de la santé. Après une rupture de solidité qui a assez duré dans les structures sanitaires, le professeur Alain Hassim Doye, urologue, a lancé un cri de cœur sur les réseaux sociaux. Quand nous on est obligé de leur dire non, on ne peut pas vous opérer parce qu'il manque ceci, il manque cela. Mais il n'y a que nous qui savons ce qu'on ressent. Dans ce pays-là, hôpital égale perfusion. Quand il n'y a pas de perfusion, les malades nous regardent avec des yeux, des gros yeux. Autre fait marquant, la variole du singe, communément appelée